Les bruits émanant du bureau de direction au sommet de la tour de la Défense étaient assourdis par l'épaisse porte en chêne massif, mais pas complètement. Une détonation nette, suivie par le cri réprimé d'une femme, fit stopper net le chariot de nettoyage professionnel de Stéphane Lambert dans le couloir. Il resta parfaitement immobile, chaque fibre de son être en alerte, le regard fixé sur la porte. Il n'était qu'un technicien de surface, une ombre invisible payée pour nettoyer après les puissants, mais l'homme qu'il fut jadis criait au fond de lui. Avant même qu'il ait pu décider de son action, la porte s'ouvrit juste assez pour qu'un petit corps puisse se faufiler. Une jeune fille, d'âge sans grave peine 7 ans, trébucha dans le vestibule, la poitrine soulevée par des sanglots silencieux. Elle le vit là, une silhouette dans la pénombre avec un balai, et se précipita vers lui. Elle ne hurla pas. Sa terreur était bien trop profonde pour cela. Elle s'agrippa au tissu de son pantalon de travail avec 2 petites mains tremblantes, leva vers lui des yeux écarquillés de désespoir, et prononça les paroles qui anéantirent sa vie tranquille à tout jamais. « Ils battent ma maman. Elle va mourir. » Les mots percutèrent Stéphane avec la force d'une déflagration, faisant voler en éclats la discipline silencieuse de sa nouvelle existence. En cet instant, 5 années de discrétion savamment entretenues s'évanouirent. Le technicien de surface n'était plus. L'ancien commando parachutiste était de retour. « Reste derrière moi », déclara-t-il, sa voix un grondement bas et constant qui brisa le mur de peur de l'enfant. Sans attendre de réponse, il la plaça derrière son volumineux chariot industriel et poussa la porte du bureau. La scène qui s'offrait à ses yeux était un choc entre le luxe ostentatoire et la brutalité la plus crue. Étalés dans un bureau immense qui dominait l'horizon scintillant de Paris, 4 colosses en costume sombre encerclaient une femme. Valérie Dubois. Stéphane la reconnut, son visage était sur les photos d'entreprise dans le hall d'entrée. Elle tenait encore debout, mais à grand-peine. Une profonde entaille au-dessus de son œil saignait abondamment, et sa lèvre était fendue. Elle luttait avec la fureur d'une lionne prise au piège, ses mouvements vifs et provocateurs, mais elle était à bout de force, et ses assaillants se rapprochaient, professionnels et sans précipitation. L'un d'eux serrait un fin cordon noir. Stéphane bougea sans le moindre son. Le premier homme, celui le plus près de l'entrée, ne le vit pas arriver. La main de Stéphane jaillit, empoignant son poignet et le tordant dans un angle contre nature. Un craquement sec retentit dans la pièce pendant que le bras de l'homme se rompait. Stéphane se servit de l'inertie de l'homme pour le faire pivoter, l'utilisant comme un bouclier humain face aux autres avant de l'envoyer s'écraser la tête la première contre le mur. Il s'affaissa sur la moquette épaisse et coûteuse sans émettre un son. Les 3 autres se retournèrent, les yeux exorbités de surprise. Un agent d'entretien. Leur brève confusion fut toute l'opportunité dont Stéphane avait besoin. Il s'élança, une tornade de mouvements. Le second homme décocha un coup de poing lourd et maladroit. Stéphane l'évita avec une aisance déconcertante, le tranchant de sa main s'abattant sur la clavicule de l'assaillant. L'os se brisa avec un bruit écœurant, et l'homme s'effondra au sol, hurlant de douleur. Le troisième était plus méfiant. Il sortit une petite matraque de sa veste, mais il fut trop lent. Stéphane annula la distance entre eux, son pied balayant les jambes de l'homme. Au moment de sa chute, Stéphane lui porta un coup précis et mesuré sur le côté du cou. Les yeux de l'homme se révulsèrent, et il était inconscient avant même d'atteindre le sol. Le dernier homme, manifestement le leader, recula, le visage déformé par un mélange d'incrédulité et de rage. Il mit la main à sa veste, mais Stéphane était déjà sur lui. Il agrippa son bras, bloquant son geste, et frappa violemment sous son nez avec la paume de sa main. Le cartilage céda dans un bruit sourd. L'homme tituba en arrière, les yeux pleins de larmes, désorienté. Stéphane le suivit, plaçant sa jambe derrière la sienne et le projetant en arrière par-dessus un sofa bas en cuir. Sa tête percuta le sol de marbre avec un bruit mat et définitif. Le silence tomba sur la pièce, seulement perturbé par la respiration saccadée de Valérie Dubois. Elle fixait Stéphane, son œil valide écarquillé d'ahurissement, avant que ses genoux ne flanchent. Stéphane la rattrapa juste à temps. Sa formation au combat passa de manière fluide de l'offensive au triage médical. Il la souleva dans ses bras et la déposa délicatement sur le sofa. L'infirmier militaire prit le commandement, ses mains bougeant avec un calme méthodique. « Ma fille » articula Valérie, sa voix un râle. « Manon ? Elle est en sécurité. »« Avec moi » répondit Stéphane, le ton à la fois rassurant et ferme.
Ses doigts se posèrent sur le cou de Valérie, tâtant son pouls. Filant, trop rapide. Il bascula doucement sa tête en arrière, s'assurant de la liberté de ses voies aériennes. Ses pupilles étaient de tailles différentes, un symptôme évident de commotion cérébrale. Il parcourut son crâne de ses mains, cherchant des fractures, son toucher à la fois professionnel et surprenamment prévenant. Il remarqua les ecchymoses profondes sur ses côtes, là où elle avait été frappée. « Quel est votre nom » demanda-t-il, la voix égale. Valérie Dubois, parvint-elle à dire, le souffle court. Bien, Valérie. Vous avez une commotion sérieuse. Je dois vous faire sortir d'ici. Son regard tomba sur le cordon sur le sol. Il nota la nature systématique et brutale des ecchymoses. Ce n'était pas un cambriolage. C'était une attaque ciblée, menée par des professionnels. Contacter la sécurité de l'immeuble, ou même appeler les services d'urgence, le 17 ou le 18, était un risque qu'il ne pouvait se permettre. Ceux qui avaient commandité cette opération auraient des informateurs partout. Ils s'attendraient à une réponse officielle. Ils ne s'attendraient pas à ce qu'un technicien de surface la fasse sortir par l'arrière. Il se releva et retourna à l'entrée. Manon regardait, caché derrière le chariot, son petit visage baigné de larmes. Il s'accroupit à sa hauteur. « C'est fini maintenant, lui dit-il à voix basse. Ces hommes ne feront plus de mal à ta maman. Mais on doit faire très peu de bruit. On va jouer un jeu. Le jeu du silence. Tu peux le faire pour moi ?» Manon acquiesça, ses yeux fixés sur lui, une confiance fragile s'établissant entre eux. Très bien. Il retourna auprès de Valérie, qui luttait contre l'inconscience. Je vous fais sortir, affirma-t-il. C'est la seule option. Où ? Chuchota-t-elle, perdant pied. Quelque part en sécurité. Il passa ses bras sous elle, l'un sous ses genoux, l'autre soutenant son dos. Elle était plus légère qu'il l'imaginait. En la soulevant, elle gémit doucement de douleur mais ne s'opposa pas. Il balaya du regard une dernière fois le bureau luxueux, les 4 corps inertes jonchant le sol parmi les symboles de richesse et de pouvoir. 5 ans. Il avait lutté pendant 5 ans pour abandonner ce monde de violence, pour bâtir une vie paisible pour sa propre fille. Et en 5 minutes, tout était réduit à néant. Il se dirigea vers la porte, Valérie en sécurité dans ses bras. Manon le suivait de près, sa petite main crispée sur l'arrière de son pantalon de travail gris. Sa connaissance de cet édifice n'était pas celle des salles de réunion ou des indices boursiers, mais celle des monts de charge, des escaliers de service dérobés et des couloirs labyrinthiques des sous-sols. Son passé lui avait enseigné comment se battre et comment soigner. Son présent allait leur fournir une échappatoire. Il les conduirait au seul endroit qu'il savait sûr. Il les ramènerait chez lui. Le mont de charge grinçait dans le silence feutré de sa gaine en béton, sa descente lente contrastant vivement avec les battements de cœur effrénés de Stéphane. Il serrait Valérie contre lui, sa tête sur son épaule, sa respiration faible mais stable. À ses côtés, Manon s'agrippait à son pantalon de travail gris, ses jointures blanchies, ses grands yeux sombres inspectant les murs de métal nus, découvrant ce monde étrange et caché sous celui qu'elle connaissait. « Ça va aller » murmura Stéphane, sa voix un souffle dans le silence. « C'est mon passage secret. Très peu de gens le connaissent. » Manon leva les yeux vers lui, une étincelle d'admiration remplaçant une partie de sa peur. Elle acquiesça, acceptant ses paroles avec la foi simple des enfants. L'ascenseur s'immobilisa avec une secousse dans les sous-sols. L'air y était frais, imprégné d'une odeur de béton humide et d'huile. Stéphane ajusta la position de Valérie, écoutant attentivement. Il percevait le vrombissement lointain des générateurs de l'immeuble et le cliquetis régulier d'une tuyauterie au loin. Pas de voix, pas de pas. Ils étaient seuls. Il avança d'une démarche silencieuse et déterminée dans le dédale de couloirs, empruntant un itinéraire qu'il avait parcouru des milliers de fois avec un seau et une serpillière. Son badge d'employé lui ouvrait une série de portes de service verrouillées, chaque nouvelle porte les éloignant du hall fastueux et les rapprochant de la liberté des quais de livraison. Ils firent une pause, se dissimulant dans une alcôve obscure alors que le crépitement d'une radio de sécurité résonnait dans un couloir perpendiculaire. Stéphane retint son souffle, protégeant les 2 femmes de son corps jusqu'à ce que les bruits de pas s'estompent. Il sentit Manon trembler contre sa jambe et posa une main rassurante sur sa tête. Enfin, une lourde porte d'acier les mena à l'air nocturne et frais d'une ruelle déserte.
la lumière crue des lampadaires leur parut agressive. Sa vieille camionnette Renault 4 litres, cabossée mais fiable, était garée à sa place réservée au personnel, au bout du parking. Un véhicule laid et discret, le camouflage idéal. Il installa Valérie avec précaution sur le siège passager, l'attachant, avant de soulever Manon, les yeux ronds, sur la banquette à ses côtés. Le trajet des tours scintillantes du quartier d'affaires de la Défense à son quartier populaire était un voyage entre deux univers. Les façades de verre du pouvoir corporatiste cédèrent la place aux immeubles en briques et aux lumières diffuses des commerces de proximité. Valérie demeura inconsciente, insensible à la transition de son monde vers le sien. L'appartement de Stéphane était au 3e étage d'un modeste immeuble sans ascenseur. Le palier était étroit et sentait légèrement les plats des voisins. Il cala Valérie d'un bras tout en cherchant ses clés, portant Manon et le poids du monde sur ses épaules. Il ouvrit la porte sur une scène d'une domesticité apaisante. Le salon était petit mais en ordre, dominé par une grande bibliothèque pleine à craquer et un fauteuil qui semblait confortable. Sur la télévision, un dessin animé était diffusé à bas volume. Sa fille de 9 ans, Chloé, était assise par terre et montrait un livre d'images à Monique Martin, leur nounou âgée et douce. Elles levèrent les yeux à son entrée. Le sourire de Monique Martin s'effaça, remplacé par un cri de stupeur. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent en voyant la femme inconsciente dans les bras de son père et la petite fille terrifiée derrière lui. « Stéphane, bonté divine, qu'est-il arrivé ?» s'écria Monique Martin en se levant. « Un accident au travail, » dit Stéphane, la voix calme et maîtrisée, ne laissant rien paraître de l'adrénaline qui le parcourait encore. Il passa devant elle avec Valérie, l'emmenant dans le couloir jusqu'à sa chambre. Elle est tombée. Il faut l'aider. Il déposa Valérie sur son lit, le simple édredon formant un contraste saisissant avec la soie luxueuse de son chemisier. Chloé s'approcha du seuil du salon, son visage exprimant un mélange de peur et de préoccupation. « Papa, elle va bien ?» Stéphane revint et s'agenouilla devant sa fille, posant ses mains sur ses épaules. « Elle est blessée, ma puce, mais elle s'en sortira. J'ai besoin que tu sois une grande fille pour moi, d'accord ?» Chloé acquiesça gravement. « Voici Manon, » dit-il en guidant l'autre fillette. « Elle a très peur. J'ai besoin que tu m'aides à veiller sur elle. » Le regard de Chloé s'adoucit en voyant la plus petite. Elle lui fit un petit sourire timide et lui tendit la main. « Salut Manon, je m'appelle Chloé. Tu veux voir mes dessins ?» Manon hésita un instant, puis lâcha le pantalon de Stéphane et prit la main de Chloé. Stéphane se tourna vers Monique Martin, sortant son portefeuille de sa poche. « Merci d'être restée, Monique. Désolé de vous faire partir si vite. » Il lui mit dans la main le double de son tarif habituel. « Mais Stéphane, on ne devrait pas appeler une ambulance ?» chuchota-t-elle, les yeux emplis d'inquiétude. « Non, » répondit-il fermement. « Je l'ai déjà examiné. J'ai une formation pour ça. Un hôpital est la dernière chose dont elle a besoin. S'il vous plaît, Monique, je maîtrise la situation. Rentrez chez vous et ne parlez de ça à personne. C'est très important. » Monique Martin regarda le visage calme et sérieux de Stéphane, puis les deux petites filles, maintenant assises côte à côte sur le tapis. Elle le connaissait depuis que Chloé était bébé. Elle lui faisait confiance. Elle acquiesça lentement, à contre-cœur. « D'accord, mon garçon. Si vous êtes sûr. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Après son départ, Stéphane ferma la porte à double tour, le bruit du verrou résonnant dans l'appartement silencieux. Il sortit une grande trousse médicale professionnelle du fond de son placard, un vestige de son ancienne vie, et retourna dans la chambre. Il travailla à la lueur douce d'une lampe de chevet, nettoyant et pansant la blessure au front de Valérie. Il examina ses côtes, soulagé de constater qu'elle n'était que contusionnée, pas fracturée. La commotion était son principal souci. Il surveillait sa respiration et son pouls avec une concentration totale. Il était si absorbé qu'il ne vit pas les paupières de Valérie papillonner. Sa vision était trouble, fluctuante. Elle distingua le motif inconnu d'un plafond. Une lumière jaune et douce. Un homme penché sur elle, son contact surprenamment délicat alors qu'il fixait un bandage sur sa tête. La panique, froide et aiguë, la submergea. Elle tenta de se redresser, un cri rauque s'échappant de ses lèvres. Les mains de Stéphane se levèrent, paumes ouvertes, apaisantes.
doucement. Vous êtes en sécurité. Restez allongé. Ses yeux, peinant à faire le point, tentèrent de l'identifier. La chemise à carreaux usés, les rides sur son visage, l'autorité tranquille de sa voix. Ce n'était pas un médecin. Ce n'était pas un hôpital. Son dernier souvenir était la douleur et le visage hargneux d'un de ses agresseurs. « Où suis-je » murmura-t-elle, la voix brisée. « Qui êtes-vous » La voix calme de Stéphane perça le brouillard de panique de Valérie. Doucement. « Vous êtes en sécurité. Restez allongé. » Ses yeux, s'efforçant de faire le point, examinèrent les détails de la pièce. C'était simple, presque austère. Une commode en bois usé contre un mur, avec dessus une photo encadrée d'une femme souriante et d'une petite fille. Les rideaux étaient d'un bleu uni et délavé. Ce n'était pas un hôpital. Ce n'était pas chez elle. La terreur revint, vive et étouffante. « Qui êtes-vous » répéta-t-elle, la voix un murmure rauque. Elle voulut se relever, mais une vague de vertige fit tanguer la pièce, et une douleur aiguë lui transperça les côtes. « Mon nom est Stéphane Lambert, » dit-il, posant une main douce sur son épaule pour la maintenir allongée. « Je travaille à l'entretien dans votre immeuble. Votre fille est venue me chercher. » Ces mots flottaient, dénués de sens. Sa fille, Manon. Le souvenir la frappa de plein fouet. Le bureau, les hommes, leurs yeux froids, la douleur brutale et soudaine. Le cri de Manon. « Manon » halta-t-elle, le cœur serré. « Où est ma fille ? Elle va bien ? Elle est ici. » En sécurité, la rassura Stéphane. Il tourna la tête. « Chloé, peux-tu amener Manon une minute ?» Un instant plus tard, deux petites silhouettes apparurent à la porte. Chloé, une fillette aux yeux sérieux de son père, se tenait un peu en avant, tenant la main de Manon. Manon semblait petite et perdue dans ce couloir inconnu, mais elle était saine et sauve. Ses yeux s'illuminèrent en voyant sa mère réveillée. « Maman !» Elle courut au chevet du lit. « Oh, mon trésor !» souffla Valérie, des larmes de soulagement embuant sa vision déjà floue. Elle tendit une main tremblante et caressa les cheveux de Manon. Voir son enfant, indemne, était la seule chose qui importait. C'était un point d'ancrage dans le chaos de son esprit. C'était la première chose qui lui fit croire qu'elle pouvait être réellement en sécurité. Son regard passa du visage de sa fille à celui de l'homme qui se tenait calmement près du lit. Stéphane Lambert, le technicien de surface. Elle l'avait déjà vu, une présence éphémère dans les couloirs tard le soir. Un homme en uniforme gris, auquel elle n'avait jamais accordé une seconde pensée. Maintenant, le souvenir de sa silhouette se mouvant dans son bureau, une force silencieuse et d'une efficacité brutale, entrait en collision avec l'image du père tranquille dans cet appartement modeste. « Vous nous avez sauvés, » dit-elle, réalisant pleinement la situation. « J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait, » dit-il pour éluder, le regard impassible. « Non, » rétorqua-t-elle, sa voix retrouvant un peu de sa fermeté habituelle. « Non, ce n'est pas vrai. » Elle regarda ses mains bandées, la douleur sourde qui irradiait dans son corps. « Pourquoi ne pas avoir appelé la police ? Une ambulance ? » « Parce que les hommes qui vous ont agressé n'étaient pas des voyous, » dit simplement Stéphane, à voix basse pour que les enfants n'entendent pas. C'étaient des professionnels. Ce genre de personnes ne travaille pas pour quelqu'un qui ne peut pas maîtriser la suite des événements. Appeler les secours aurait été comme allumer un phare. Ils auraient su immédiatement où vous trouver. Là, vous vous êtes simplement volatilisé. La logique froide et implacable de ses paroles la frappa. Il avait raison. Quiconque les avait envoyés surveillerait les canaux officiels. Il s'attendrait à un appel paniqué, un rapport de police, une admission à l'hôpital. Il ne s'attendrait pas à ce qu'elle disparaisse dans la nuit avec le technicien de surface. L'idée était à la fois terrifiante et géniale. Pour la première fois depuis son réveil, Valérie observa réellement son environnement. Elle vit les meubles usés mais propres, les livres bien rangés, une vague odeur d'eau de javel et de cannelle dans l'air. Elle vit comment sa fille, Chloé, était assise avec Manon sur le sol, lui montrant une poupée avec une patience calme et douce. C'était un foyer, un refuge. « Je dois passer un appel, » dit-elle, la PDG, président-directeur général, reprenant le dessus. « Mon responsable de la sécurité,
mon avocat d'affaires. Votre téléphone a été détruit dans l'attaque, l'interrompit gentiment Stéphane. Et même s'il fonctionnait, l'utiliser serait la première chose qu'il pisterait. Vous devez partir du principe qu'ils ont accès à vos relevés d'appel, votre position, tout. Pour le moment, vous êtes un fantôme. C'est la seule chose qui garantit votre sécurité et celle de votre fille. Ce sentiment d'impuissance totale lui était insupportable. Sa vie entière reposait sur le contrôle, sur la capacité à mobiliser des ressources et du pouvoir pour résoudre n'importe quel problème. Maintenant, elle n'avait plus rien. Blessée, piégée dans l'appartement d'un étranger, sa vie et celle de son enfant dépendaient de l'homme qu'elle aurait ignoré la veille. Il sembla lire ce conflit sur son visage. Il sortit de la chambre et revint un instant plus tard avec un verre d'eau et 2 pilules. Pour la douleur, dit-il en les posant sur la table de nuit. Vous avez une commotion sévère, Valérie, et de fortes contusions aux côtes. Vous devez vous reposer. Entendre son prénom prononcé par lui avait quelque chose d'étrangement intime. Pourtant, son ton restait purement professionnel. Celui d'un soignant avec un patient. Elle regarda ses mains alors qu'il arrangeait l'oreiller derrière son dos. Elles étaient fortes, calleuses, mais ses gestes étaient précis et sûrs. Il émanait de lui une confiance, une sérénité qu'elle n'avait rencontrée que chez les hommes les plus puissants et disciplinés. Mais son pouvoir n'était ni ostentatoire ni arrogant. C'était une force tranquille, inébranlable. Elle s'allongea, l'épuisement la submergeant par vagues. Son esprit s'emballa, tentant de rassembler les pièces du puzzle, la discussion animée au téléphone, l'irruption soudaine et violente des hommes. Leur visage froid, déterminé. Ils n'étaient pas là pour la voler. Ils étaient là pour elle. Et il n'y avait qu'une seule personne au monde possédant les ressources et la cruauté nécessaires pour ordonner une telle attaque, une seule personne qui tentait de la dominer depuis des mois, dont les propositions s'étaient muées en menaces à chaque refus. Jean-Luc Moreau, chuchota T.L., le nom comme un poison sur sa langue. Stéphane, qui l'observait en silence depuis le seuil, acquiesça lentement. Le nom ne lui disait rien, mais l'expression sur son visage lui suffisait. Elle venait de nommer le monstre. Il n'abandonnera pas, dit Valérie, une nouvelle vague de peur la saisissant. Il ne va pas me laisser disparaître comme ça. Il me traquera. Laissez-le chercher, dit Stéphane, sa voix une encre basse et stable dans la tempête. Il cherche une PDG. Il ne lui viendra pas à l'idée de la chercher dans l'appartement d'un technicien de surface. Valérie fut tirée de son sommeil par une odeur inconnue de café et de lard grillé. Un instant, désorientée, elle crut être à l'hôtel. Une illusion réconfortante qui se dissipa dès qu'elle essaya de bouger. Une myriade de douleurs lui rappela la réalité. Elle n'était pas à l'hôtel. Elle était dans l'appartement d'un technicien de surface, fugitive dans sa propre ville. Elle se redressa avec précaution, sa tête lancinante. La chemise à carreaux de Stéphane de la veille était posée sur une chaise, et un t-shirt propre et un pantalon de jogging gris étaient pliés au pied du lit. Des vêtements usés mais doux, une offre silencieuse de confort. Une fois changée, elle suivit les bruits d'activité discrète jusqu'au salon. La scène qu'Y attendait était d'une domesticité surréaliste. Stéphane, près de la petite cuisinière de la cuisine ouverte, faisait sauter des crêpes avec un geste aisé et habitué. À la petite table, Chloé montrait patiemment à Manon comment dessiner un cheval, le front plissé. Manon, de son côté, était totalement captivée. Un petit sourire authentique illuminait son visage pour la première fois depuis le drame. Le soleil matinal inondait la pièce par l'unique grande fenêtre, faisant danser les particules de poussière et baignant la scène d'une lueur chaude. « Bonjour », dit Stéphane sans se retourner. Il l'avait entendu. Évidemment. Cet homme semblait tout percevoir. Il y a du café, le petit déjeuner est presque prêt. Elle murmura des remerciements, se sentant une intruse, et se servit une tasse de café. La chaleur dans ses mains était bienvenue. Elle l'observa évoluer dans la petite cuisine, son efficacité aussi tangible ici que dans son bureau. C'était un homme bien dans sa peau, bien dans son espace. Il lui apporta une assiette de crêpes. « Comment vous sentez-vous » ? « Comme si un camion m'avait roulé dessus, » répondit-elle franchement. « Mais mieux. »« Merci. » Son regard se porta sur les fillettes. Elle a l'air d'aller bien. « Les enfants sont solides, » dit Stéphane en s'asseyant en face d'elle. « Et Chloé est une bonne grande sœur. »
Un silence apaisant s'installa entre eux pendant qu'ils mangeaient. C'est Valérie qui le brisa, la question la taraudant. Vous avez dit avoir une formation. Ce n'était pas une formation, Stéphane. Ce que vous avez fait hier soir, qui êtes-vous? Stéphane but une lente gorgée de café, le regard perdu un instant. Il y a bien longtemps, j'étais dans les commandos parachutistes, dit-il d'une voix neutre, factuelle. Infirmier militaire. J'ai passé 10 ans dans des endroits que la plupart des gens ne voient qu'à la télévision. Cette révélation, bien que sobre, expliquait tout. Le sang-froid, la précision tactique, les connaissances médicales. Qu'est-il arrivé? Pourquoi êtes-vous? Sa phrase resta en suspens, de peur de paraître offensante. Ma femme, Sarah, est tombée malade, dit-il, ses yeux se posant sur la photo sur la commode. Un cancer. Je suis rentré, j'ai passé chaque seconde possible avec elle. Après sa mort, mon ancien travail n'avait plus de sens. Chloé avait besoin d'un père, pas d'un fantôme qui téléphone une fois par mois de l'autre bout du monde. Alors j'ai choisi ça. C'est tranquille. Ça paie les factures. Et je suis là pour la récupérer à l'école tous les jours. C'est tout ce qui compte. Sa déclaration d'amour simple et puissante pour sa fille résonna profondément en Valérie. Sa propre vie n'était qu'un tourbillon de réunions de conseils d'administration, de vols internationaux et d'appels aux actionnaires. Elle avait des nourrices, des chauffeurs, des tuteurs, tout un personnel pour gérer la vie de Manon parce qu'elle était si rarement là. À cet instant, elle ressentit une pointe de ce qui s'apparentait à de l'envie pour la vie simple et pleine de sens de cet homme. Elle lui raconta alors l'histoire de Jean-Luc Moreau, sa poursuite implacable, son ambition froide, et son refus catégorique d'accepter un non. Elle expliqua comment son obsession était passée de manœuvres commerciales hostiles à cet acte de violence monstrueux. Tandis qu'elle parlait, le visage de Stéphane restait impénétrable, mais sa mâchoire s'était contractée. Donc il croit pouvoir vous briser, vous contraindre à lui céder ce qu'il veut. C'est la seule chose qu'il ait jamais connue, dit Valérie avec amertume. Prendre ce qu'il désire. Après le petit déjeuner, Stéphane alluma la petite télévision sur une chaîne d'information locale, le son au minimum. Pendant que les filles jouaient, il regardait. 20 minutes plus tard, un présentateur fit un bref reportage. Un incident à la Tour du Bois Industrie durant la nuit serait dû à une panne électrique majeure. L'immeuble a été brièvement évacué, mais les autorités indiquent que la situation est maîtrisée. Dubois Industrie n'a pas encore commenté. Un frisson glacial parcourut l'échine de Valérie. Une fuite de gaz, une panne électrique. Jean-Luc réécrivait déjà l'histoire, effaçant l'agression, enfouissant la vérité sous une montagne de mensonges. C'était une démonstration terrifiante de son pouvoir. Il contrôle la narration, chuchota TL. Il fait comme si rien ne m'était arrivé. Au même instant, le téléphone fixe sur le mur se mit à sonner, une intrusion stridente dans l'appartement calme. Stéphane se figea. Il regarda le téléphone, puis Valérie. Il n'avait pas utilisé cette ligne depuis des mois. Il souleva le combiné, le regard alerte. « Allô » dit-il. Une courte pause, juste assez longue pour être inquiétante. Puis une voix suave et froide, « Pourrais-je parler à M. Henderson » ? « Non » répondit Stéphane d'une voix égale. « Vous faites erreur. » « Toutes mes excuses » dit la voix, et la communication fut coupée. Stéphane reposa lentement le combiné. Nul besoin d'explication. Valérie avait compris. C'était un appel de repérage, un test. Ils avaient trouvé son nom dans les dossiers du personnel. Ils avaient son adresse. Et maintenant, son numéro. Il resserrait le rétau. Il s'approcha de la fenêtre, jetant un œil prudent entre les lames des stores. De l'autre côté de la rue, une berline noire était garée. Rien d'ostentatoire, mais elle détonnait parmi les voitures familiales vieillissantes et les fourgonnettes de son quartier. 2 hommes à l'intérieur, les visages indistincts, mais leur intention était claire. Ils surveillaient. Stéphane s'écarta de la fenêtre. Son calme habituel avait laissé place à une concentration d'acier. Le sanctuaire était compromis. Leur temps ici était compté. Ils nous ont trouvés, constata Valérie, la voix légèrement tremblante. Ils ont trouvé le technicien de surface, rectifia Stéphane, la voix dangereusement basse.
Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Pas encore. Il regarda leur fille qui jouait paisiblement sur le tapis, totalement inconsciente des loups qui les encerclaient. Préparez un sac. On part. Il n'y avait ni temps pour la discussion, ni place pour la peur. Stéphane se mit en mouvement avec une célérité à la fois effrayante et profondément rassurante. Chloé, prépare ton cartable, ton livre préféré, ton cahier de dessin et ton pull le plus chaud. Rien de plus, commanda Théil doucement. Il se tourna ensuite vers Valérie. Il y a un petit sac de sport dans mon placard. Prenez ce que vous pouvez pour vous et Manon. 5 minutes. Pendant qu'elle s'exécutait, Stéphane agissait. Il sortit d'un tiroir un téléphone portable prépayé jetable, une relique d'un passé jamais vraiment révolu, et appela une pizzeria du coin. Il commanda 2 grandes pizzas au pepperoni à son adresse, précisant bien son numéro d'appartement et demandant au livreur de l'appeler du hall. Une diversion simple et efficace. Les hommes dans la berline surveilleraient l'entrée, attendant un livreur, s'attendant à la routine. Ils ne regarderaient jamais l'escalier de secours rouillé à l'arrière. D'une cantine métallique verrouillée sous son lit, il sortit un sac en toile compacte, son sac d'évacuation. Il était lourd d'objets essentiels dont il n'avait pas eu besoin depuis 5 ans, mais qu'il avait conservés. De l'argent, un outil multifonction, une lampe de poche puissante, un kit de purification d'eau, et une trousse médicale bien plus complète que celle du placard. La vue de ce sac était comme une réminiscence. « On y va » dit-il à voix basse. La fenêtre arrière de l'appartement donnait sur l'escalier de secours, qui surplombait une ruelle crasseuse jonchée de poubelles. 3 étages à descendre par des marches métalliques étroites et chancelantes. Manon gémit à cette vue, ses petites mains agrippées à la jambe de Valérie. « Je peux pas » murmura-t-elle en secouant la tête. Valérie s'agenouilla, sa propre peur dissimulée par un calme maternel soudain et intense. « Si, tu peux, ma puce. C'est un jeu, une mission secrète. On doit être des espions pour que le méchant ne nous voie pas. » Stéphane était déjà sur la plateforme, le pied sur le métal qui protestait. Il se tourna et tendit les bras à Manon. « Je t'ai, dit-il, sa voix une promesse inébranlable. Je ne te laisserai pas tomber. » Après une seconde d'hésitation, Manon laissa sa mère la guider dans les bras puissants de Stéphane. Il la serra contre sa poitrine et commença la descente avec une grâce fluide et exercée. Valérie lui tendit le sac de sport, puis aida Chloé, qui s'efforçait d'être courageuse, à franchir la fenêtre. Valérie passa en dernier, ses mouvements rendus maladroits par ses blessures, son cœur battant un rythme effréné de douleur et d'adrénaline. Quand son pied dérapa sur le métal humide, la main de Stéphane fut là instantanément, sa poigne de fer sur son bras, la stabilisant. Un instant, leurs regards se croisèrent dans la pénombre. Un moment partagé de peur, de confiance et d'interdépendance. Ils atteignirent le sol juste au moment où ils entendirent le livreur de pizza sonner à l'interphone. Une distraction parfaite. Stéphane les mena à travers un dédale de ruelles qu'ils connaissaient aussi bien que les couloirs de la tour de Valérie. Chaque détour les éloignait de la rue surveillée, les plongeant dans les artères anonymes de la ville. Ils montèrent dans un bus de ville, 4 ombres discrètes parmi les derniers voyageurs, et firent 10 arrêts avant de descendre et de se fondre dans un autre quartier. 1 heure plus tard, ils étaient devant un garage fermé et couvert de graffitis. Stéphane tapa un code, et la porte s'ouvrit dans un grondement, révélant non pas une voiture, mais une moto puissante et poussiéreuse, attelée d'un sidecar. « Ce n'est pas l'idéal, » dit Stéphane, devinant la question de Valérie, « mais elle n'est pas à mon nom et c'est la dernière chose qu'ils chercheront. » Chloé, à la surprise générale, eut un grand sourire. « Super, papa. » Le voyage fut froid et assourdissant. Stéphane pilotait. Valérie était assise derrière lui, ses bras enroulés autour de sa taille pour se stabiliser, une proximité surprenante. Les 2 filles se serraient l'une contre l'autre sous une épaisse couverture dans le sidecar, la tête rentrée pour se protéger du vent. Ils roulèrent 2 heures, laissant loin derrière les lumières de la ville, s'élevant dans les sombres montagnes des Alpes, couvertes de pins. Finalement, ils empruntèrent une longue route de terre, le phare de la moto fendant la forêt dense. Ils s'arrêtèrent devant un petit chalet rustique, à peine visible dans la nuit. Un isolement total. Le grand-père de ma femme a bâti cet endroit, expliqua Stéphane, la voix plus douce. On venait ici pour fuir le monde. L'intérieur du chalet consistait en une grande pièce avec une cheminée en pierre,
une petite cuisine et une mezzanine. Il était imprégné des souvenirs d'une vie heureuse, photos jaunies sur la cheminée, piles de vieux jeux de société, fauteuil à bascule artisanale. C'était l'antithèse du penthouse froid et minimaliste de Valérie. C'était un foyer bâti avec amour, pas seulement avec des planches. L'épuisement des dernières 24 heures les submergea tous en même temps. Les filles, exténuées par la peur et le voyage, s'endormirent quasi instantanément dans les lits superposés de la mezzanine. L'adrénaline quitta enfin le corps de Valérie, la laissant avec une douleur profonde et lancinante. Elle se tenait près de la grande baille vitrée, contemplant le mur noir et impénétrable des arbres. Stéphane la rejoignit, gardant une distance respectueuse. Seul le crépitement du feu qu'il venait d'allumer dans l'âtre troublait le silence. Ils étaient en sécurité pour l'instant, un îlot de chaleur et de lumière dans un océan de ténèbres. On ne pourra pas fuir indéfiniment, Stéphane, dit-elle à voix basse. La question resta en suspens, lourde de sous-entendus. La peur s'était dissipée, remplacée par une colère froide et grandissante. Elle ne serait plus une victime. Que fait-on maintenant? Le regard de Stéphane suivit celui de Valérie vers l'extérieur, dans la vaste et silencieuse obscurité de la forêt. Sa question, que fait-on maintenant? Flottait dans l'air. C'était à la fois un défi et une supplique. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, il vit la PDG réapparaître en elle. Non pas par des exigences ou de l'arrogance, mais par un esprit froid et analytique, prêt à affronter le problème. Premièrement, dit-il en se détournant de la fenêtre, sa voix adoptant le ton calme et autoritaire d'un briefing, on s'assure que le périmètre est sécurisé. Il passa l'heure suivante à inspecter le petit chalet avec une rigueur méthodique que Valérie trouva à la fois fascinante et rassurante. Il vérifia les verrous de la lourde porte et de l'unique fenêtre, bloquant cette dernière avec une cale en bois. Il fit le tour de la propriété, sa silhouette se fondant dans les arbres, et revint quelques minutes plus tard avec son rapport. Une seule route d'accès, visible de la mezzanine sur un demi-kilomètre. Aucun voisin proche. La forêt est trop épaisse pour une approche à pied. Pour le moment, la position est bonne. Il n'était plus un agent d'entretien, ni seulement un père. Il était un protecteur, évaluant son territoire. Il la rejoignit près de la cheminée où elle se tenait, la chaleur des flammes ne parvenant pas à dissiper son froid intérieur. « À votre tour, dit-il. Parlez-moi de cet homme, Jean-Luc Moreau. Pas l'homme d'affaires, l'homme. Quelles sont ses failles? » Cette question modifia la dynamique entre eux. Il s'en remettait à son expertise, à son domaine de compétence. Pendant l'heure qui suivit, elle lui décrivit la psychologie de son ennemi. Jean-Luc était brillant, ambitieux et dépourvu de toute morale. Mais sa plus grande force était aussi sa plus grande faiblesse, son ego. C'est un narcissique, expliqua Valérie en faisant les 100 pas devant le feu. Il a un besoin maladif d'être perçu comme un titan, un visionnaire. Son image publique est primordiale. Il a dépensé une fortune pour la façonner. Il achète la respectabilité, siège dans des conseils d'administration caritatifs, finance des départements universitaires. Tout n'est qu'une façade. Donc, la seule chose qu'il ne peut s'offrir, c'est un scandale public, conclut Stéphane. Surtout un scandale impliquant une agression violente et une tentative de mariage forcé, acquiesça-t-elle, la voix dure. Si je pouvais prouver ce qu'il a fait, je pourrais le détruire. Mais c'est ma parole contre la sienne. Et pour l'instant, ma parole est celle d'un fantôme qu'il a déjà fait disparaître. Ils avaient besoin d'un allié, quelqu'un à l'extérieur, d'une intégrité absolue et d'une loyauté totale. Pas son avocat d'affaires, brillant mais faisant partie du système que Jean-Luc pouvait corrompre. Pas son responsable de la sécurité, compétent mais dont l'équipe pouvait avoir un maillon faible. Pierre Vidal, dit soudain Valérie. L'avocat de mon père, mon mentor. Il est à la retraite maintenant, il vit lui aussi dans les montagnes. Il a 75 ans, un esprit acéré, et il est les hommes comme Jean-Luc. S'il y a une personne à qui je confierai ma vie, c'est lui. Le défi était de le joindre. Stéphane récupéra son sac d'évacuation et en sortit l'un des téléphones portables jetables. On n'a qu'une seule tentative. On appelle, on parle moins de 30 secondes, et ce téléphone devient un presse-papier. Quiconque essaiera de le tracer ne captera qu'un signal d'une antenne relais à 10 km d'ici. Le temps qu'ils y déploient une équipe, la piste sera morte. Tandis qu'il préparait le téléphone,
le regard de Valérie se posa sur la cheminée. Elle prit la photo encadrée qu'elle avait remarquée. Un Stéphane plus jeune, pas en uniforme, mais en simple t-shirt, le bras passé autour d'une femme au sourire radieux. Chloé, alors un bambin, était sur ses épaules. Ils riaient tous. La photo irradiait un bonheur pur et simple. « Votre femme » demanda Valérie doucement. Stéphane regarda la photo, et les traits durs de son visage s'adoucirent. « C'est Sarah. On faisait une randonnée près d'ici. »« Elle est très belle, » dit Valérie, la voix légèrement enrouée. Elle avait l'impression de profaner un lieu sacré. Ce chalet était leur refuge, rempli d'un amour qu'elle n'avait connu que dans les livres. Le contraste avec sa propre vie, un mariage de convenance terminé par un divorce clinique, et maintenant la cour monstrueuse de Jean-Luc lui causa une douleur physique. Elle l'était, dit-il simplement. La finalité de ce mot contenait un océan de souffrance. Elle a dû chanceler, une vague de vertige due à sa commotion se manifestant à ce moment précis. Stéphane fut instantanément à ses côtés, sa main la saisissant fermement par le bras, la guidant vers le fauteuil à bascule près du feu. « Vous devez vous reposer, Valérie. Vous tirez trop sur la corde. »« Je n'ai pas le temps de me reposer, » objecta-t-elle, bien que son corps la trahît. Il s'agenouilla devant elle, l'air grave. « Vous ne serez d'aucune aide à Manon si vous vous écroulez. » Son regard était intense, et pour la première fois, elle vit au-delà du soldat et du père. Elle vit l'homme, un homme qui comprenait la perte et se battait avec acharnement pour en éviter une autre. Sa main était toujours sur son bras, un point de chaleur solide et rassurant. L'intimité de ce geste, de son inquiétude, était plus forte que toutes les flatteries qu'elle avait jamais reçues. Elle se recula légèrement, décontenancée par sa propre réaction, et acquiesça. « Vous avez raison. » Ils passèrent l'appel. Stéphane composa le numéro que Valérie lui dicta de mémoire. 3 sonneries, puis une voix éraillée répondit. « Vidal. »« Pierre, c'est Valérie. » Une inspiration brusque à l'autre bout du fil. « Valérie. »« Grand Dieu. Les nouvelles disent que vous êtes en congé, injoignable. » Je savais que c'était faux. « Allez-vous bien ? » Je suis en sécurité pour l'instant, dit-elle rapidement, consciente du signe de Stéphane lui indiquant de faire vite. « Écoutez-moi. C'est Jean-Luc Moreau. Il a envoyé des hommes. J'ai ma fille avec moi, nous nous cachons. J'ai besoin de votre aide. Commencez à fouiller. Discrètement. Ces registres d'importation, ces sociétés écrans, tout ce qui semble suspect. Il cache quelque chose, Pierre. Trouvez-le. C'est comme si c'était fait. Où êtes-vous ? Comment puis-je vous aider ? Vous ne pouvez pas. Pas pour l'instant. N'essayez pas de me trouver. C'est trop dangereux. Je vous recontacterai dans 2 jours. Même heure. Faites attention, Valérie, la voix de Pierre était grave. Promis, dit-elle, et elle fit signe à Stéphane. Il coupa la communication, ouvrit le téléphone, brisa la carte SIM en 2, puis cassa l'appareil sur son genou et jeta les morceaux au feu. Le plastique grésilla et fondit, leur unique lien avec le monde extérieur anéanti. Un fragile sentiment de victoire emplit la pièce. Ils avaient fait le premier pas. La contre-attaque avait commencé. Valérie regarda Stéphane, la lueur du feu dansant sur son visage déterminé. « Merci », dit-elle, ces mots portant un poids bien plus grand qu'une simple gratitude. Il hocha simplement la tête, les yeux sur le feu. Mais alors que les derniers débris du téléphone disparaissaient dans les flammes, un son rythmique et sourd commença à perturber le silence de la forêt. Faible d'abord, puis de plus en plus puissant. Vroom, 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 vroom. Stéphane se leva d'un bond, le corps raide, le regard tourné vers la fenêtre. Le son était caractéristique. C'était celui d'un hélicoptère volant bas et vite, balayant les montagnes, et il venait droit sur eux. Le vrombissement sourd et rythmé des pales de l'hélicoptère passa d'une pulsation lointaine à un vacarme assourdissant qui semblait faire vibrer les murs du chalet. L'espoir s'éteignit en un instant, remplacé par le goût froid et métallique de la peur. « Éteignez le feu !» ordonna Stéphane, sa voix tranchante. Il saisit un seau d'eau près de l'âtre et le vida sur les flammes. Le feu siffla violemment, plongeant la pièce dans une fumée âcre et une obscurité presque totale, seulement éclairée par les braises rougeoyantes.
Valérie, les filles. Au centre de la pièce, loin des fenêtres. Valérie obtempéra sans discuter. Elle grimpa l'échelle vers la mezzanine où le bruit terrifiant avait déjà réveillé les enfants. Chloé était assise, les yeux écarquillés, tandis que Manon était en boule, gémissant. Valérie les serra contre elle et les fit descendre, son cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce qui se passe » chuchota Chloé, la voix tremblante. « C'est un avion très bruyant, ma puce. »« Il va bientôt partir, » mentit Valérie, la voix étonnamment assurée. Stéphane était une ombre se déplaçant devant le faible clair de lune qui filtrait par les fenêtres. Il tira les lourds rideaux, les enfermant dans une obscurité quasi totale. L'hélicoptère était presque au-dessus d'eux, le bruit si intense qu'on aurait dit un poing géant s'abattant sur le toit. Puis une lumière blanche et crue déchira la nuit. Un projecteur. Il balaya la cime des arbres, transformant la forêt en un paysage étrange et austère de noir et de blanc. Stéphane les plaqua tous au sol, protégeant la tête des filles de son corps. Valérie se blottit à côté, son bras sur sa fille, retenant son souffle. Le faisceau lumineux passa devant le chalet, illuminant brièvement un interstice dans les rideaux et traçant une bande de lumière aveuglante sur le sol avant de continuer. Le bruit était assourdissant, les vibrations faisaient cliqueter la vaisselle. Ils étaient traqués depuis le ciel. La puissance, l'audace de l'opération était terrifiante. Voilà ce que la fortune de Jean-Luc pouvait acheter. Une armée privée, un hélicoptère, la capacité de quadriller une chaîne de montagnes en pleine nuit comme pour retrouver un animal égaré. Pendant une éternité, l'hélicoptère décrivit des cercles, sa lumière balayant méthodiquement la zone. Valérie sentait Manon trembler de tous ses membres sous elle. Elle ferma les yeux, priant un Dieu qu'elle avait oublié depuis des années. Elle pria pour que la lumière s'éloigne, que le bruit cesse. Elle pria pour cet agent d'entretien silencieux devenu leur seul espoir. Puis, aussi lentement qu'il était apparu, le son commença à diminuer. Le vrombissement s'affaiblit, la lumière disparut derrière la crête voisine. Ils restèrent au sol, immobiles, jusqu'à ce que l'hélicoptère ne soit plus qu'une pulsation lointaine, finalement absorbée par le silence de la forêt. Le calme qui s'ensuivit était plus lourd, plus menaçant qu'avant. « Ils sont partis » murmura Chloé dessous le bras de son père. Stéphane resta immobile une minute entière, écoutant. Finalement, il se détendit, bien que la tension ne quittât pas ses épaules. « Pour le moment, dit-il. » Il se leva et alla à la fenêtre, regardant par une minuscule fente. La forêt était à nouveau sombre et silencieuse. L'appel, souffla Valérie, la culpabilité l'écrasant. Il a tracé l'appel. « Oh, mon Dieu, Stéphane, je suis navré. Je l'ai mené à nous. »« Assez, dit-il, la voix ferme mais sans méchanceté en se détournant de la fenêtre. Nous savions tous les deux que c'était un risque. Une décision nécessaire. Nous avons juste sous-estimé ses moyens. Son équipe technique est plus performante que je ne l'imaginais. » Il s'agenouilla devant les filles qui s'agrippaient à Valérie. « C'était la fin du jeu, dit-il doucement. Vous avez été parfaite. De très braves espionnes. » Ces mots semblèrent les apaiser, leur tremblement diminuant. Il regarda Valérie par-dessus leur tête, son regard transmettant un message clair, les enfants d'abord, la panique après. Ensemble, ils réinstallèrent les filles dans la mezzanine, sous une pile de couvertures. Stéphane resta avec elles quelques minutes, sa voix profonde et calme leur racontant l'histoire d'un renard rusé qui avait déjoué une meute de loups. Valérie l'observa du bas de l'échelle, le cœur serré par un mélange de gratitude, de peur et d'une admiration grandissante qu'il devenait difficile de nier. Il n'était pas seulement leur protecteur. Il était leur point d'ancrage. Quand il fut sûr qu'elle dormait, il redescendit. Les braises mourantes projetaient de longues ombres dansantes. « J'ai eu si peur » avoua Valérie, la voix à peine audible. « Pas pour moi. Quand cette lumière a balayé la fenêtre, je ne pensais qu'à Manon. »« Je sais, » dit-il, sa voix chargée d'une compréhension profonde et lasse. « C'est la seule chose qui compte. » Il regarda vers la mezzanine où dormait sa propre fille. « C'est la seule chose qui ait jamais compté. » Dans ce silence vulnérable et partagé, la distance entre eux sembla s'amenuiser. Il n'était plus une PDG et un technicien de surface. Ils étaient deux parents piégés dans le même cauchemar, unis par le même besoin primal et féroce de protéger leurs enfants.
Nous devons partir, dit-elle, énonçant l'évidence. On ne peut pas rester ici. Non, acquiesça Théil. L'hélicoptère était un éclaireur, un rabatteur. L'équipe au sol suivra. Ils attendront l'aube, peut-être, pour lancer l'assaut. Un soulagement fragile et précaire la gagna. Ils avaient quelques heures. On part maintenant, dans le noir ? Demanda-t-elle. Stéphane allait répondre quand sa tête pivota à nouveau vers la fenêtre. Son corps se tendit. Il leva une main pour la faire taire. Il avait entendu quelque chose. Elle tendit l'oreille, n'entendant que le vent dans les pins, puis elle l'entendit aussi. Pas le bruit d'un hélicoptère. Le crissement de pneus sur le gravier de la longue route de terre. Le grondement d'un moteur se rapprochant. Il se posta à la fenêtre, se fondant dans l'ombre. Il observa un long moment avant de reculer, le visage dur, comme taillé dans la pierre par le clair de lune. Trop tard, dit-il, la voix un murmure bas et menaçant. Ils n'attendent pas l'aube. Il la regarda, et ses yeux étaient ceux du commando qu'elle avait vu dans son bureau. Un homme se préparant pour un combat qu'il n'avait jamais cherché mais qu'il n'éviterait pas. Ils sont là. La finalité dans la voix de Stéphane était glaçante. Pas d'échappatoire. Le combat était à leur porte. Valérie, la mezzanine, vite, commanda Théil, son murmure bas perçant la panique qui montait. Prenez les filles. Dans le coin, et ne bougez plus. Pas un son. Tandis que Valérie se hâtait d'obéir, poussant les deux enfants terrifiés en haut de l'échelle, Stéphane bougeait avec une efficacité redoutable. Il fit glisser le meuble le plus lourd, un coffre en chêne massif, pour barricader la porte. Il ne bloquait pas seulement l'accès. Il créait un point de passage obligé. Il alla à la cheminée en pierre et plongea la main dans le conduit. Ses doigts trouvèrent une pierre descellée et la retirèrent. De la cavité sombre derrière, il sortit un long objet enveloppé de toile. Il le posa à terre et déroula le tissu, révélant une vieille carabine de chasse à verrou et une boîte de munitions. L'arme de son beau-père, huilée et entretenue avec une mémoire gestuelle intacte. Ce n'était pas le FAMA de son service, mais c'était une arme. Une réponse. Il engagea une cartouche, le cliquetis du mécanisme résonnant avec une clarté terrifiante dans le silence. Dehors, deux véhicules s'arrêtèrent dans un crissement de gravier. Les phares balayèrent la pièce à travers les rideaux avant que moteur et lumière ne s'éteignent, les replongeant dans l'obscurité. Des portières claquèrent. Des voix étouffées. Ils encerclaient le chalet. Stéphane se positionna près de la fenêtre principale, utilisant un petit interstice dans les rideaux pour observer. Il dénombra 4 hommes, se déplaçant avec une aisance professionnelle, se déployant pour couvrir l'avant et les côtés. Ce n'étaient pas les mêmes brutes du bureau. Ceux-ci étaient mieux entraînés, leurs mouvements précis et assurés. Jean-Luc avait envoyé l'élite. De la mezzanine, Valérie observait, ses bras entourant les deux filles blotties contre le mur. Elle voyait le sommet de la tête de Stéphane, la façon dont il tenait la carabine avec une immobilité professionnelle qui était à la fois effrayante et sa seule source d'espoir. Il n'était pas un agent d'entretien jouant les héros. Il était un soldat sur son terrain. Une voix déchira la nuit, amplifiée par un mégaphone. Calme, raisonnable, et absolument glacial. Valérie Dubois, je suis Pascal Lemaire. Nous savons que vous êtes là. Que vous avez l'agent d'entretien et les enfants. M. Moreau est un homme raisonnable. Il veut vous récupérer saine et sauve. Inutile que cela dégénère. Livrez-nous l'agent d'entretien et nous discuterons de votre retour. La voix était un mensonge enrobé de civilité. Conçu pour semer la zizanie, pour la retourner contre Stéphane, pour faire de lui l'obstacle à une issue pacifique. Ne l'écoute pas, murmura-t-elle, sachant qu'il ne pouvait l'entendre. Il ment. Stéphane ne bougea pas d'un iota. Il observait, respirant lentement, la joue collée au bois lisse de la crosse. Il comptait, analysait, attendait. La voix reprit. Lambert, on connaît votre nom. On sait pour votre fille, Chloé. Ne soyez pas stupide. Vous êtes un agent d'entretien dépassé par les événements. Ce n'est pas votre guerre. Vous avez 10 secondes pour sortir les mains en l'air avant qu'elle ne soit blessée par votre faute. La menace contre sa fille fut une erreur. Elle balaya les derniers vestiges de l'homme paisible que Stéphane avait voulu devenir,
ne laissant que le noyau dur et froid du commando. Il avait construit sa vie entière pour protéger cet enfant, et ces hommes venaient de menacer de tout anéantir. Il vit l'un des hommes quitter son abri, se dirigeant vers le côté du chalet, vers la bouteille de propane. C'était le mouvement qu'il attendait. Il ajusta sa visée, retenant son souffle. Il ne visait pas l'homme. Il visait le véhicule derrière. Il expira doucement et pressa la détente. Le coup de feu fut une détonation assourdissante à l'intérieur du chalet. Dehors, un pin métallique, suivi d'un bruit de verre brisé et du sifflement d'un pneu se dégonflant. L'homme qui avançait plongea à couvert en jurant. Le message était clair. Pas de négociation. Ce n'était pas un sauvetage. C'était un siège. Et l'homme à l'intérieur n'était pas un agent d'entretien. Un silence tendu et vibrant suivit. De la mezzanine, Valérie regardait. Stéphane n'avait pas bougé. Il rechargeait, ses gestes fluides, précis. Il éjecta la douille et en introduisit une nouvelle. Il leva les yeux, croisant son regard dans la pénombre. Une conversation silencieuse. Je suis là. Je ne bouge pas. Protège les enfants. Elle acquiesça fermement. Nous sommes prêts. Ils formaient une unité, soudés par ce combat désespéré. Les hommes dehors restèrent silencieux un long moment. Ils savaient qu'ils affrontaient quelqu'un de compétent, qui ne se laisserait pas intimider. Ils devaient changer de tactique. Le regard de Stéphane balaya la pièce, s'habituant à l'obscurité. Il réfléchissait, planifiait, quand une nouvelle odeur, faible d'abord, lui parvint. Une odeur chimique, âcre, qui masquait celle des pains et de la fumée. Il s'approcha de la porte, reniflant à la fente du bas. L'odeur y était plus forte, âcre, caractéristique. De l'essence. Il releva les yeux vers Valérie, la terrible vérité s'imposant à eux simultanément. On ne leur offrait pas un marché. On leur offrait une condamnation à mort. Une nouvelle voix, la même, froide, du téléphone, se fit entendre dans la nuit. Pas de mégaphone cette fois, juste un cri. Dernière chance, Lambert. Sortez, ou on vous fait griller. L'odeur âcre de l'essence était celle d'un piège qui se refermait. Aucune issue. Ni par la porte, ni par la fenêtre. Un instant, Valérie fut saisie d'un désespoir paralysant. Ils allaient mourir ici, dans ce magnifique et maudit chalet, par sa faute. Mais Stéphane ne cédait pas au désespoir. Il cherchait des solutions. Ses yeux balayèrent la pièce, non pas pour une sortie, mais pour une faille que l'ennemi n'aurait pas anticipée. Son regard s'arrêta sur le grand tapis circulaire en pot au centre. La cave, siffla-t-il, la voix tendue. Il écarta le tapis d'un coup de pied, révélant un épais anneau de fer dans le plancher. Il y passa les doigts et souleva. Une section carrée du sol se leva dans un grincement de vieux bois, découvrant un trou noir et une échelle raide plongeant dans les ténèbres. Une odeur de terre humide et de pierre froide en émanait. « Allez-y » ordonna-t-il à Valérie. « Prenez les filles. Au fond, il y a une ancienne trappe de secours. Elle donne derrière le tas de bois. Maintenant. » Au même moment, un fracas assourdissant vint de la fenêtre principale. Une bouteille en verre remplie de liquide enflammé, un cocktail Molotov, traversa la pièce et s'écrasa contre la cheminée. Des flammes jaillirent, grimpant instantanément le long des murs en bois sec. La chaleur fut immédiate, intense. La fumée envahit la pièce. Les enfants hurlaient, leur terreur à l'état brut. Valérie, par pur instinct, les attrapa. « Ça va, mes chéris. On va descendre le toboggan secret. » cria-t-elle pour couvrir le rugissement du feu, les tirant vers le trou. Chloé, faisant une confiance aveugle à son père, descendit la première sans hésiter. Mais Manon était pétrifiée, les yeux rivés sur l'incendie. « Manon. Maintenant !» hurla Valérie. Stéphane souleva la fillette et la laissa quasiment tomber dans les bras de Valérie à l'entrée de la cave. « Sors-la de là !» rugit-il. Il attrapa le lourd coffre en chêne utilisé comme barricade, dans un effort surhumain, le traîna sur la trappe ouverte juste au moment où toute la façade du chalet s'embrasait. Pendant quelques précieuses secondes, le bois épais les protégerait des flammes. La cave était d'un noir d'encre. Valérie, tenant une Manon hystérique, descendit l'échelle chancelante,
ses pieds nus sur la terre froide et humide. Chloé était déjà en bas, une petite ombre courageuse. « Papa !» cria Chloé, la voix étranglée par la peur. « Je suis juste derrière. » répondit la voix de Stéphane d'en haut, suivie du bruit de la lourde trappe se refermant par en dessous. Ils furent plongés dans une obscurité totale, étouffante. Le rugissement du feu au-dessus d'eux était monstrueux, et la chaleur commençait déjà à traverser le plancher. Le faisceau de la lampe de poche de Stéphane déchira les ténèbres. « Par ici. Restez groupés. » Il les guida à travers le cellier étroit et moisi. Ils entendaient les cris des hommes dehors, le crépitement du chalet dévoré par les flammes. Un son infernal. Au fond du cellier, une lourde porte en bois inclinée. Stéphane la percuta de l'épaule. Elle céda dans un nuage de terre et de feuilles mortes, s'ouvrant sur l'air froid de la nuit, derrière un grand tas de bois. Ils étaient dehors. Le ciel nocturne était rougeoyant, illuminé par l'incendie. Un bûcher funéraire, une diversion massive. Les hommes, en silhouette devant les flammes, étaient tous concentrés sur la façade, attendant que leur proie émerge. Ils ignoraient que leur cible était déjà loin, se fondant dans l'obscurité de la forêt. Stéphane n'hésita pas. « On y va, maintenant » chuchota-t-il en relevant Valérie. « Ne vous retournez pas. Suivez-moi. » Ainsi commença leur marche désespérée à travers la nature sauvage. Stéphane menait, portant Manon épuisée, qui s'était endormie d'un sommeil agité. Valérie tenait fermement la main de Chloé, ses côtes meurtries la lançant à chaque pas, ses poumons en feu. Ils avançaient en silence, Stéphane naviguant sur ce terrain hostile avec un instinct quasi surnaturel dans le noir. Il faisait corps avec cette nature, une ombre parmi les ombres. 1 heure plus tard, ils s'effondrèrent dans un ravin profond tapissé de mousse, à l'abri. La lueur de l'incendie n'était plus qu'une braise lointaine. Ils étaient seuls, dans le silence immense et indifférent des montagnes. Valérie craqua. La force qui l'avait portée jusqu'ici s'évanouit, et elle se mit à trembler, de profonds spasmes incontrôlables de choc et d'épuisement. « On n'y arrivera pas » sanglota-t-elle. « Ils nous trouveront. On est ici sans rien. » Stéphane glissa le long de la paroi du ravin. Il retira sa grosse veste en toile et l'enroula autour d'elle. Il ne lui offrit ni platitude ni faux espoir. « Si, on y arrivera, » dit-il, la voix rauque mais ferme. Il lui prit doucement la main, ses doigts calleux s'enlaçant aux siens. « J'ai connu pire, Valérie. Plus froid, plus fatigué, et sous le feu ennemi. On va s'en sortir. Je suis là. Je suis là pour vous toutes. » Elle le regarda, son visage épuisé mais résolu, éclairé par la lune. Les barrières sociales qui les séparaient avaient été consumées par le feu, ne laissant que ceci. 2 personnes, 2 familles, unies. Dans ses yeux, elle vit non seulement la promesse d'un soldat, mais le serment d'un homme. Ses tremblements s'apaisèrent, remplacés par une chaleur fragile et naissante qui n'avait rien à voir avec sa veste. Elle serra sa main. « Je vous fais confiance. » Ils ne se reposèrent que quelques minutes. L'air de la montagne se faisait plus froid, un froid humide annonciateur de pluie. Alors que Stéphane réveillait doucement Manon pour reprendre la route, la petite fille eut une petite toux sèche. Puis une autre. Le cœur de Valérie se serra. Elle posa la main sur le front de Manon. Il était chaud. Trop chaud. La fumée, le froid, la terreur. C'en était trop pour son petit corps. Ils avaient échappé aux flammes et aux tueurs. Mais maintenant, seuls dans cette immensité sauvage et impitoyable, ils faisaient face à un nouvel ennemi, encore plus redoutable. Manon tombait malade, et leur course pour la survie devenait une course contre la montre. La course contre la montagne fut un marathon brutal et désespéré. Chaque pas était une victoire. La toux de Manon empira, un son rauque et humide qui déchirait le cœur de Valérie. Stéphane, portant l'enfant, avançait avec une détermination sans faille. Seules ses années d'entraînement de commando les maintenaient en mouvement. Ils se guidaient aux étoiles et au relief du terrain, une boussole humaine pointant vers leur dernier espoir. Valérie suivait, sa propre douleur un bruit de fond dans ses oreilles. Elle tenait la main de Chloé, sa poigne un ancrage. Dans le noir, elle voyait en elle non pas une enfant, mais le reflet de la résilience de son père. La fillette ne se plaignit jamais, ses petites jambes s'activant pour suivre, sa confiance en son père total.
Au moment où Valérie crut qu'elle ne pourrait plus avancer, que ses poumons allaient éclater, Stéphane s'arrêta. À travers les arbres, une forme sombre et anguleuse se découpait sur le ciel à peine moins noir. Une petite cabane d'une seule pièce, avec une antenne radio tordue pointant vers le ciel comme un doigt squelettique. L'ancien poste de garde forestier. La porte était bloquée par l'humidité, mais l'épaule de Stéphane, lancée avec ses dernières forces, la fit céder dans un craquement de bois. L'air à l'intérieur était vicié et glacial, sentant la poussière et l'abandon, mais c'était un refuge. Un feu. Halta Stéphane, sa priorité absolue. Pendant que Valérie installait les filles sur une couchette poussiéreuse, les emmitouflant dans leurs derniers vêtements secs, il s'attaqua au vieux poêle à bois. Avec son couteau, il prépara du petit bois à partir d'une bûche sèche, et avec une étincelle de son outil multifonction, il fit naître une flamme minuscule. Alors que la chaleur fragile commençait à repousser le froid, il se tourna vers Manon. Il utilisa les dernières ressources de son sac d'évacuation, une trousse médicale compacte et remarquablement efficace. Il lui administra une dose d'aspirine pour enfants contre la fièvre, et utilisa un inhalateur pour dégager ses voies respiratoires, un équipement qu'il avait toujours sur lui pour les allergies saisonnières de Chloé. Inhalation de fumée et début de pneumonie, diagnostiqua-t-il sombrement. Je peux la stabiliser quelques heures, mais il lui faut un médecin. Un hôpital. Leur seul espoir était la radio. Une vieille machine de surplus militaire alimentée par un générateur à manivelle. Tandis que Valérie tenait la lampe de poche, Stéphane s'affairait sur les bornes corrodées, ses doigts étonnamment agiles. Pendant 20 minutes angoissantes, on n'entendit que ses jurons étouffés et le grattement du métal. Puis un crépitement de statique. Il avait réussi. Il tendit le micro à Valérie. Pierre Vidal, personne d'autre. Sa voix, tremblante mais claire, perça la friture. Elle raconta toute l'histoire, un flot de mots ininterrompus. L'attaque, le chalet, l'incendie, leur position au poste abandonné. Elle donna à Pierre carte blanche pour agir, pour déchaîner la tempête juridique et médiatique qu'elle savait qu'il pouvait provoquer. Il a essayé de me tuer, Pierre, conclut-elle, la voix brisée par la rage et l'épuisement. Il a essayé de tuer ma fille. Brûlez tout. Tout ce qu'il possède, réduisez-le en cendres. Il y eut un long silence, puis la voix de son mentor revint, non plus éraillée, mais froide comme l'acier. Avec plaisir. Après l'appel, il n'y avait plus qu'à attendre. Épuisés, ils se blottirent les uns contre les autres près du poêle qui chauffait de plus en plus. Stéphane passa son bras autour de Valérie, les rapprochant, elle et les deux filles endormies. Elle posa sa tête sur son épaule. La dureté de son muscle était un réconfort, un point de repère dans un monde devenu fou. Le soldat, la PDG, le technicien de surface, tout s'effaça. Il ne restait que 2 personnes gardant leur famille au chaud dans la nuit. Les secours arrivèrent avec les premières lueurs de l'aube. Pas les hommes de Jean-Luc, mais les gyrophares bleus et rouges de la gendarmerie nationale, menés par un Pierre Vidal en personne, l'air déterminé. Une équipe médicale héliportée emmena une Manon stable mais faible à l'hôpital le plus proche, Valérie à ses côtés. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'hôpitaux, de dépositions et de reportages télévisés. L'offensive de Pierre fut chirurgicale. Armé du témoignage de Valérie et des preuves que les actions de Stéphane avaient permis de conserver, il exposa Jean-Luc Moreau au grand jour. L'histoire de l'obsession monstrueuse du milliardaire fit la une des médias. Accusé au niveau fédéral de tentative de meurtre, d'enlèvement et d'une douzaine d'autres crimes, l'empire de Jean-Luc, bâti sur le mensonge, s'effondra sous le poids de sa propre perversité. Un mois plus tard, par un bel après-midi d'automne, Valérie était assise sur un banc public du parc, regardant Manon et Chloé se courir après dans un tas de feuilles mortes, leur rire cristallin emplissant l'air. Manon était complètement rétablie, et les 2 filles étaient devenues inséparables. Stéphane s'assit à côté d'elle, lui tendant une tasse de café chaud. Il semblait différent, libéré d'un poids immense. Les rides autour de ses yeux s'étaient estompées. Il avait juste l'air d'un père regardant sa fille jouer. « J'ai été autorisé à reprendre mon poste à la tour, » dit-il avec un sourire ironique. « Je crois que je vais refuser. » Valérie rit. Un rire sincère et authentique. Elle avait retrouvé sa vie, son entreprise, son pouvoir. Mais le feu avait aussi consumé quelque chose en elle. Une ambition froide, un besoin de tout contrôler.
Cela avait été remplacé par quelque chose de plus chaleureux, de plus vrai. J'en suis heureuse, dit-elle. Parce que j'ai une proposition à vous faire. Stéphane haussa un sourcil. Je vous l'ai déjà dit, Valérie. Je ne veux ni de votre argent, ni d'un emploi. Je sais, dit-elle, son sourire doux. Elle se tourna vers lui, l'expression ouverte et vulnérable. Ce n'est pas ce genre de proposition. Pendant des années, j'ai bâti un empire. J'ai fusionné des sociétés, acquis des actifs. C'est ce que je fais. Mais je m'y prenais mal. Elle prit sa main. La même main calleuse qui l'avait sortie des flammes, qui l'avait soutenue dans le noir. Ce n'est pas une offre commerciale, Stéphane. C'est une fusion, un partenariat intégral. 2 foyers monoparentaux, pour un total de 2 petites filles formidables, et 2 personnes qui se sont trouvées au cœur d'un cauchemar. Elle inspira profondément, le cœur battant. Épousez-moi. Stéphane la fixa, réellement stupéfait pour la première fois depuis leur rencontre. Il regarda son visage sérieux et plein d'espoir, puis leurs 2 filles, qui se tenaient maintenant la main, une image parfaite de leur nouvelle famille recomposée. Un lent sourire se dessina sur son visage, illuminant ses yeux. Valérie Dubois, dit-il, sa voix pleine d'une chaleur qu'elle n'avait fait que rêver. Un partenariat intégral est le seul accord que j'accepterai jamais. Il serra sa main, et ensemble, ils regardèrent leurs enfants jouer. Leur rire était la seule chose qui comptait. Ils avaient traversé le feu. Mais de l'autre côté, de la manière la plus inattendue, ils avaient enfin trouvé leur foyer. Si vous entendez ceci, cela signifie que vous êtes restés jusqu'à la toute fin. Merci. Cela compte énormément pour moi. J'espère vraiment que vous en avez retiré quelque chose. Peut-être une nouvelle façon de voir les choses, un moment de paix, ou juste une bonne évasion du quotidien. Si c'est le cas, j'adorerais sincèrement le savoir dans les commentaires. Vous voyez, nous avons une mission ici, prouver que les histoires profondes et significatives ont encore leur place dans ce monde. Lorsque vous vous abonnez, c'est comme si vous nous disiez « Continuez ». Lorsque vous cliquez sur le bouton like, vous donnez un petit coup de pouce à l'histoire pour qu'elle puisse trouver la prochaine personne qui pourrait en avoir besoin. N'oubliez pas les notifications pour savoir quand la prochaine sera prête. De ma part à la vôtre, merci d'être là.